Et bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast qui n'a toujours pas de nom, par vos créateurs pas forcément préférés, sur des sujets que vous allez peut-être aimer. Ou pas. Exactement, dans cet épisode, on va vous parler de nos 2 coups de cœur comme chaque semaine. On va aussi répondre à votre appel pour clore le débat de la semaine précédente, enfin d'il y a 2 semaines. Et une fois qu'on vous aura présenté nos coups de cœur, nos 2 coups de cœur, on va traiter du sujet principal de ce podcast qui sera les solutions de stockage, comment gérer le stockage dans un workflow plus ou moins professionnel en vidéo. Exactement, donc vous allez voir, ça va être intéressant, on va vous parler de toutes nos expériences là. Moi je suis Adelin, je suis réalisateur étalonneur et prof en école de ciné. Et moi c'est Romain, je suis vidéaste en freelance, spécialisé en post-production et je donne aussi des cours en école de ciné. Et c'est parti. Alors mon coup de cœur à moi, il va peut-être paraître un peu léger, mais en fait on dirait que c'est vraiment un sujet léger. Dis-moi. Mais clairement pas du tout, c'est la souris. Ah. Surtout quand on est spécialisé en post-prod, parce que en fait on se rend pas compte de l'importance d'avoir un bon environnement de travail pour sa motivation, pour se mettre au travail et surtout pour son bien-être. Santé, ouais. Et ça passe, il y a une grosse partie qui passe par la souris quoi. Quand on est toute la journée en montage, etc. Moi j'ai régulièrement eu des douleurs derrière l'épaule, tu sais, ça me tirait dans tout le cou et tout quand je passais des journées de montage. Ouais. Et en fait je suis tombé sur un truc, je connaissais, tu vois. Les souris ergonomiques, j'étais pas convaincu, tu vois, je me disais ouais ça a l'air un peu chelou et tout, on sait pas trop. Ouais, parce que pour expliquer aux gens qui nous écoutent et qui verraient pas forcément l'image, une souris ergo, c'est une souris normale, sauf que tu l'as retournée à la verticale. En fait, tu la tiens sur le côté. Enfin, tu la tiens avec ta main droite, ce qui fait que quand tu bosses, en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est ce que la majorité utilise, mais quand tu taffes sur une souris normale, ta main, elle est orientée pas naturellement. Et donc, quand tu fais toute la journée tes mouvements comme ça te fait une tendinite, je t'en parle. Aigu, quoi. Non mais il a totalement raison. En fait, pour préciser un petit peu ça, il faudrait qu'il y ait des kinés. Si vous êtes kiné parmi ah oui, vous, alors n'hésitez pas à nous dire. Pas du tout. Moi, c'est vraiment mon ressenti personnel. Non, mais c'est un fait, ça a l'air d'être un peu mieux. En fait, factuellement, déjà, tu as le problème du canal carpien avec les nerfs et tout ça, tu sais, où des gestes répétés avec la souris, souvent, en fait, ça crée ces douleurs qui deviennent vite très handicapantes avec des décharges un petit peu électriques dans les doigts, etc. Et du coup, le simple fait, en fait, de passer de la position la main horizontale à la main verticale. En fait, c'est vraiment la position ce truc-là. des mains des Lego, en fait. Mais parce que c'est ça, t'as vraiment cette position-là où tu prends la souris, tu l'englobes comme ça. Ouais. Et ça change tout. En plus, moi, j'ai toujours pas testé. Alors, tu me hype un peu, faut que je vois, parce que j'avais déjà pas mal d'élèves qui avaient ça. Alors, je passe tout de suite au sujet du prix avant de continuer. Ça coûte. Alors, j'en ai pris une de base pour tester parce que j'étais pas sûr et tout. J'ai pris l'entrée de gamme 20 € sur Amazon. Ok. Et franchement, j'ai l'impression que ça fait déjà largement le taf. Et t'as des boutons et tout ou pas quand même de raccourci? Il y a les boutons retour arrière, retour avant et tout, mais pas vraiment un truc de macro comme sur les souris gaming, quoi, par exemple. Mais je pense que ça, si ça t'intéresse vraiment, t'en trouves. Ouais. Il y a Logitech, je sais, ils en font des très bonnes, mais après, là, par contre, c'est un peu plus cher, c'est 100, 200 €, etc. Mais si vraiment c'est ton taf. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est un vrai sujet parce que tu vois, moi, moi, je travaille un peu avec la tablette graphique. Ouais. Et la tablette graphique permet de remplacer, d'éviter ce problème-là, mais je travaille quand même beaucoup avec la souris. Et c'est vrai que c'est un super coup de cœur, en fait. Mine de rien, ça paraît banal, mais vu qu'on parle en plus aujourd'hui de système d'informatique et de workflow, c'est pas mal du tout comme coup de cœur, ça. Et je pense qu'il y en a plein en plus, tu sais, qui ont déjà vu ça et tout, comme moi, ça faisait un moment que je voyais ça. À l'époque, c'était Amixem sur sa chaîne qui présentait son setup là, dans la chambre, tu sais, violette et grise là. Ouais. Et il avait ça et tout, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie venue d'ailleurs? Bah oui, c'est clair, c'est vrai. Et en fait, quand tu la reçois, pareil, quand tu essayes un peu de la prendre en main, les 5 premières minutes, c'est un peu étrange et tout, et j'avais peur de pas m'y faire. Et en fait, si. Et en fait, en 2 secondes, tu fais 2 clics, tu te dis ah ouais, ça a rien à voir. C'est vraiment impressionnant. Et c'est fou parce que effectivement, quand tu le vois comme ça, enfin moi je me souviens, la première fois c'était des élèves que j'ai vu. Alors je connaissais le côté médical de la souris ergo parce qu'on en avait déjà parlé parce que moi j'avais pas mal de douleurs intercostales et tout. Et la première fois que j'en ai vraiment vu, c'était des élèves à l'école. Et en fait, je me suis dit, mais putain, mais comment tu fais avec ta souris verticale là? Et finalement, effectivement, ouais, c'est vraiment un truc à tester. Alors peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde, tu vois. Non, mais à tester de ouf. Mais en tout cas, dans mon cas, j'ai l'impression que c'est carrément plus pratique. C'est vraiment, tu sens que c'est plus naturel, t'es plus efficace. Non, c'est vraiment sympa. Et même pour ceux qui jouent un peu, tu sais, quand tu fais tout le temps tes clics. Ah ouais, tu penses que tu arrives à jouer tu penses que tu arrives à faire du gaming avec? Je pense, putain, la folie, quoi. Alors, pas non plus de l'e-sport et compagnie. Ouais, bien sûr. As déjà pas du compétitif, quoi. Mais tu sais, si tu joues un peu, franchement, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Parce que je me souviens à l'époque où je jouais,
Tu sais, quand tu faisais du kill comme ça, c'est horrible, hein, tu fais que cliquer. Hein. Genre, tu joues à LoL, mec, tu fais 1000 clics droits à la minute, quoi. C'est un truc de ouf. Enfin bref, voilà en tout cas pour mon coup de cœur. Ton coup de cœur de la quinzaine, donc cette fois-ci, c'est la belle souris. Ok, non mais trop cool. Super coup de cœur. Voilà. Écoute, moi, cette fois-ci, mon coup de cœur, il est aussi informatique. Ouais. Il est un petit peu plus spécifique, mais il va peut-être parler à nos chers auditeurs et auditrices. Moi, c'est une sonde de calibration. Alors, c'est sûr, c'est pas un truc qu'on va utiliser tout le monde, tu vois, tout le monde ne va pas utiliser ça. Si vous faites juste du montage basiquement, vous vous dites, moi, j'ai pas besoin de forcément un écran ultra calibré avec une sonde, je peux juste acheter un écran, tu vois, qui est un peu calibré et tout. Mais non, détrompez-vous, c'est vachement mieux d'avoir une bonne sonde. Et moi, le coup de cœur, c'est la sonde que j'ai achetée. Donc, ce n'est pas une sponsor ni quoi que ce soit. Hein, je l'ai achetée avec mes sous-sous. Oui, dans tous les cas, ce qu'on parle, c'est vraiment à chaque fois des coups de cœur. Oui, c'est des coups de cœur qu'on a eu. Que ce soit des sponsors ou des trucs. Non, c'est vraiment des coups de cœur. C'est pas, tout à fait. Exactement. On n'est pas payé pour vous parler de ça. Et donc, moi, c'est la sonde du coup de chez Calibrite. Donc, Calibrite, en fait, c'est les sondes qui s'appellent. Donc, celle-là, c'est la Display Plus HL. Donc, c'est la plus haut de gamme. Elle coûte 350 €, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est énorme pour une sonde, mais. Tu peux la trouver en promo à en dessous de 200 €, ou à quasiment 200 €. Tu l'avais prise au Black Friday. Moi, j'avais prise au Black Friday, ouais. Ça vaut vraiment... mais maintenant, je crois qu'elle est restée en bas, tu vois. Donc, comme quoi, on se fait toujours un peu avoir finalement des fois avec ça. Mais du coup, bon, en tout cas, elle est à ce prix-là. Et franchement, c'est tout simplement un game changer. Moi, j'avais avant une Datacolor Spider X Elite. Alors, je sais que c'est un peu technique, mais en gros, imaginez que il y a deux marques de sondes grand public. Hein, je dis bien grand public, parce qu'après, il y a des sondes professionnelles qui coûtent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Mais en gros, dans les deux marques de sondes grand public, on a Datacolor et Display Plus, donc Calibrite, pardon. Calibrite, c'est anciennement X-Rite, pour ceux qui connaissent. Hein. Si vous vous souvenez des X-Rite, eh ben, c'est Calibrite maintenant. Et donc, en fait, c'est les deux gros concurrents, tu vois. Et en fait, on a toujours dit que X-Rite et Calibrite, c'était un peu plus vidéo. Et effectivement, moi, j'avais la Datacolor Spider X Elite qui était très très bonne, qui était déjà la plus haut de gamme, 350 aussi. Mais elle se faisait vieille, ça faisait presque 8 ans que je l'avais. Et là... donc le gros coup de cœur, c'est la Display Plus HL parce que j'ai fait du coup l'étalo de mes écrans avec, qui sont des écrans plutôt très très bons. Et tu vois, j'ai des résultats, mais incomparables. Ouais. Alors qu'avant, avec ma sonde, c'était pas du tout pareil. Là, avec celle-là, c'est exceptionnel. Voilà. Peut-être que tu peux faire un point sur un peu ça se trouve, il y en a qui écoutent qui savent pas du tout ce que c'est, la sonde. Ouais, en fait, le colorimètre, hein, ce qu'on appelle la sonde, du coup, c'est un petit objet que vous venez mettre sur votre écran et lui-même, il va utiliser un logiciel et il va analyser des couleurs, de la luminosité, du contraste, il va analyser la température, la balance des blancs de votre écran et il va la corriger en vous créant un nouveau profil d'image. Et en fait, ça... c'est primordial, si tu veux, de le faire. D'ailleurs, assez régulièrement, il faut le faire. Alors, quand t'es pas... 6 mois, non ? Ouais, alors quand tu es étalonneur, c'est au moins une fois par mois, si tu es vraiment très très chaud, évidemment. Mais quand tu n'es pas étalonneur, une fois tous les 6 mois, c'est bien. Et quand tu es juste, on va dire, vidéaste et que une fois par an, c'est déjà pas mal. Tu vois, on va pas. Tu vois, là c'est honnête ce qu'on vous dit. Là, on raconte des choses honnêtes. C'est vraiment. Puis, parce qu'il y en a qui vous diront il faut le faire toutes les 2 semaines et tout, mais c'est faux, c'est absolument faux. Si votre métier c'est pas l'étalo, tous les ans c'est déjà pas mal. Bah, tu vois, typiquement dans mon exemple, hein, moi qui suis pas du tout étalonneur et qui fait un travail bien moins précis que le tien en étalonnage, on a étalonné une fois mon écran il y a quelques mois et je sais que j'ai à peu près une base fidèle. Pendant au moins 1 an, tu vois. Il y a un truc auquel on n'avait pas du tout réfléchi avant de tourner, mais ça me fait penser juste à un sujet qui est important. C'est avant d'envoyer un export, vérifiez-le sur les écrans de téléphone, sur les écrans d'ordi, sur les télés, etc. Tout à fait, mais déjà ça, pour voir le rendu. Ouais. Et surtout, bon après peut-être on en parlera plus en détail. Non mais oui, mais t'as raison, tu l'évoques comme ça, mais en fait justement la sonde ça sert aussi à ça, c'est à faire en sorte que votre écran, ce qu'il affiche, ce soit le plus correct possible. Mais après derrière, il faut que votre écran soit en capacité d'afficher quelque chose de correct. Et ça commence par là. Vous pouvez avoir la meilleure sonde du monde. Si votre écran n'est pas capable d'afficher à la base ce que vous lui demandez d'afficher, il n'affichera jamais. Même avec la meilleure sonde. Et ce que dit Romain, ce conseil-là, il permet de contourner ce problème-là. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un écran pas ouf, tu as toujours un iPhone qui traîne ou quoi. Ça. Tu vois, typiquement, si tu es dans le cas où tu qui sera capable de le faire. Réel, par exemple, Instagram, et ben, avant de le publier ou quoi, envoyez-le ou en airdrop ou n'importe quoi et comme sur ça, votre tu peux le téléphone checker. et regardez comment ça rend. Puisque si 90% de votre audience, elle va regarder le réel sur son téléphone, et ben, regardez comment ça rend sur un téléphone. Ouais, exactement. C'est totalement juste et c'est un petit peu le gros truc de l'étalonnage. C'est pour quelle diffusion, hein. Donc quelle source, quelle diffusion. Donc ça, c'est très intéressant. Et moi, donc mon coup de cœur, c'est cette sonde.
Je la trouve parfaite et en plus de ça, elle fait aussi les dernières technologies de LED, donc elle fait le mini LED, etc. Tu vois que ne fait pas les. En fait, les anciennes sondes, ça gère pas ces technos. Pour ceux qui ont les MacBook Pro, etc. Ouais, typiquement les nouveaux MacBook Pro comme le tien, ils sont en mini LED et typiquement à partir du M2 d'ailleurs, c'est. Non, moi j'ai M1 Pro. Ah bah tu vois, à partir du M1 Pro, c'est du mini LED du coup. Donc ça, c'est très très important de le checker. Et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur en ce début d'épisode. Voilà, donc Display Plus HL, gros coup de cœur, j'ai des images vraiment magnifiques. Eh ben écoute, nickel pour cette première rubrique. On va passer du coup au sujet principal de cet épisode. Ouais, et je vais te lancer un petit peu le truc justement. On a fait les coups de cœur et maintenant je vais poser une question, Romain. On attaque le sujet principal de cette vidéo. Donc c'est un sujet qui est très vaste. On va tenter de vous partager notre expérience au mieux. Ce sujet-là, Romain, je te pose la question. Alors, qu'est-ce que c'est toi ton expérience avec les installs, le workflow de vidéastes, de monteurs, de post-prod en général? Et avec quoi tu gères tout ça? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir? Comment tu vois ton avenir dessus? Vas-y, raconte-nous tout quoi. Sur les tournages, à chaque fois, moi, c'est 100% de carte SD. Okay. Ou les CF Express, etc. Mais pas d'enregistrement sur SSD, en tout cas pour le moment. Tout simplement, on va en parler de ça. J'ai pas la cam qui le permet. Ouais. Mais j'aimerais bien. Ce serait quand même plutôt pratique. Et après, tout ça, c'est backup. Hop, direction le Mac. Carte SD branchée et backup sur SSD. Quoi. Sachant que toi, du coup, tu as un Mac qui a un port SD. Hein. Moi, j'ai un MacBook Pro, M1 Pro, donc il y a la. T'as pas besoin de t'emmerder avec l'adaptateur, quoi. Non, moi c'est vraiment carte SD qui rentre directement et USB-C pour la SSD. Okay. Sauf quand j'utilise la CF Express où là j'ai un adaptateur USB quoi. Okay. Et après là ça devient un peu le côté chiant des Mac qui font que. Le côté un peu sapin de Noël, victime, bien sûr. Mais qui en même temps fait qu'on a quand même quelque chose qui est ergo quand il n'y a rien de branché dessus, on va dire. Du coup. Ouais, dans une certaine mesure c'est pratique, mais dès qu'en fait tu le poses, moi en général c'est super pratique quand tu es en tournage, etc., que tu fais des backups plusieurs fois dans une journée, mais ou quand tu pars en voyage par exemple ou ce genre de choses, c'est génial. Après par contre quand je suis à la maison, tu vois, je pose l'ordi sur mon bureau au centre et puis je connecte mes deux écrans, la souris, etc. Là ça devient un peu plus galère. C'est là où tu sens que c'est un peu limité quoi. Tu prends à chaque fois, ça te prend 2-3 minutes de tout poser, tout brancher, etc., les multiprises, etc. Et justement, du coup, quid, je sais que je te coupe un peu l'herbe sous le pied parce que tu allais sûrement parler de ça, mais quid justement du stockage? Parce qu'en fait, c'est ça un petit peu là le truc qui va être compliqué, c'est que moi je te parlais de mon expérience après, mais je sais que ça a été vraiment le truc, c'est quand tu arrives sur ton Mac et qu'il te reste que 2 ports de trucs et que tu as déjà un sapin de Noël autour et que... Alors ça, j'ai 2 cas de figure. Quand j'attaque un projet, un nouveau projet par exemple, je fais en sorte d'avoir... j'ai 3 SSD différents pour les projets en cours. Okay. Donc je fais en sorte d'avoir suffisamment de place sur un SSD. En général, c'est soit les SanDisk 2 Tera ou les Samsung 1 Tera, 2 Tera, etc. T7 Shield qui sont quand même plutôt pas mal. Ouais, ils sont très efficaces. Donc en fait je fais ça, je me libère de la place dessus et j'essaye de tout backuper mes rushs dessus quand je travaille sur un même projet. Et en général, je termine le projet sur le SSD et quand j'ai terminé, je le bascule sur un vieux HDD, un gros stockage. Donc tu stockes, tu stockes sur du HDD. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. D'ailleurs, tu sais qu'il y a même des... Justement, je pense que c'est l'immense majorité, hein, vous nous dites, auditeurs, auditrices, ce que vous faites vous, chez vous, évidemment vous nous dites, mais l'immense majorité, je pense, des gens font ça. Et tu utilises, tu sais, moi ce que je fais beaucoup, c'est les disques internes, parce que ça coûte moins cher, tu te fous un dock, une petite étiquette dessus. Et merci quoi. Mais ça, c'est efficace dans une certaine mesure, où si par exemple, ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, où tu archives un projet et le client refait appel à toi, et là, il faut aller rechercher ce que tu as fait il y a 2-3 ans pour lui, trouver la place sur le SSD pour combiner avec les nouveaux rushs que tu as tourné pour eux par exemple, et là par contre honnêtement ça devient une vraie galère parce que faut que tu retrouves tes musiques sur un disque. En général on évite à tout prix de faire ça, mais quand on a plein de projets en cours, parfois tu vois, si j'ai des nouveaux rushs qui sont tournés et des vieux rushs qui sont stockés sur un disque dur, là c'est là où tu te retrouves dans des situations où tu peux pas backuper comme ça 1 Tera de HDD sur un SSD, ça prend 1000 ans, t'as pas tout le temps de faire ça, et surtout pas tout le temps la place. Et là où ça devient chiant, c'est que du coup t'as tout le temps, là ça m'est arrivé encore très récemment, où en bossant sur un même projet, où du coup j'avais le disque avec mes nouveaux rushs, le disque avec les anciens rushs, etc. Et puis en fait ça en finit plus. Avant de commencer à taffer, tu dois brancher tes 3 disques où t'as les éléments du projet, etc. Et c'est parce qu'en fait si t'as le moindre élément qui est dans un autre disque que t'as oublié de brancher,
Après, tu dois chercher dans tous tes disques pour savoir lequel est le bon, mais il te reste plus que 3 ports. Donc, tu en as 2 qui sont déjà branchés. Il te reste plus qu'un seul port pour brancher le bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le Tu as problème, toujours c'est le que choix. C'est là où ça devient en fait, compliqué. même si tu as une organisation irréprochable sur la première partie du projet, là, t'en arrives tout le temps à un stade où tu vas même laisser des trucs sur ton ordi et tout, tu vas en avoir un peu de partout, et là c'est là où tu vas commencer à faire des erreurs, à supprimer des trucs qu'il faut pas, etc. Ouais. Ça, À déplacer des trucs qu'il fallait pas déplacer. Ouais. Alors c'est pour ça que normalement on fait beaucoup, mais ça se fait quand on transporte des projets, mais c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des archives avec des projets de montage et tout ça. Tu sais, c'est qu'en général on va... Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une archive, c'est que vous allez demander à votre logiciel de rassembler tous les éléments. Les projets conformés. Voilà, c'est ça. Tout votre projet, en fait, vous allez lui demander de le rassembler dans un dossier. Voilà, et ça va créer ce qu'on appelle une archive. Et ça, vous cliquez dans Premiere Pro, je crois que c'est fichier archive. Et dans DaVinci, c'est pareil, dans fichier, créer une archive. Dans Premiere, ça, pour le coup, ça s'appelle vraiment... tu vas dans fichier, exportation, et tu as vraiment un dossier où c'est même carrément dans le gestionnaire de projet. Et tu as une touche projet conformé, exporté, et tu peux choisir si tu exportes juste les proxys, si tu utilises des proxys, les différentes séquences que tu exportes et tout. Ça, pour le coup, c'est vraiment une bonne feature sur Premiere. Je sais pas si c'est assez détaillé. Oui, c'est pareil sur DaVinci. Ouais. En fait, sur DaVinci, c'est un export d'archives, et puis tu archives ce que tu veux, comme tu as envie. Mais effectivement, du coup, ça vous permet de... Quand vous n'êtes pas sûr d'aller stocker un projet sur un disque, et quand vous n'êtes pas sûr que tout soit au même endroit, faites absolument ça en fait. Faites absolument une archive, parce que du coup vous allez avoir tous les éléments qui vont se mettre dans le dossier en question. Donc par exemple, tu vois, si tu as des musiques, des photos, des assets quelconques, tout va aller se mettre dans ce fameux dossier. Pour moi, ça fait partie des trucs quasiment obligatoires à faire. Après, alors ça, moi j'ai une réflexion là-dessus. Si tu as été hyper bien organisé dès le début dans ton dossier de ton montage, où tu te fais vraiment une bonne nomenclature, dossier projet, bien sûr, là je parlais pour etc. En général, t'as pas ce souci-là. Tout à fait, là je parlais vraiment pour... alors, t'as totalement raison. Là je parlais vraiment pour, justement, tu sais, quand t'arrives au stade où, merde, putain, j'ai tel truc qui est resté dans tel disque, tu vois, quand tu t'es raté, quoi. Oui. Et là, par contre, quand t'as laissé... Moi, je le dis, c'est clairement un truc qui m'est arrivé 50 000 fois. Ça n'empêche pas que, quand même, manuellement, tu dois au moins une fois aller relinker tout ce qui est sur les autres disques, etc., avant de pouvoir exporter ton projet conformé, ton archive. Bah oui, bien sûr. Il faut que ton archive, de toute façon, quand tu l'exportes, ce soit effectivement tout linké, tout propre. Bien sûr. Ça n'empêche pas. Mais pensez-y, si vous archivez un projet et que vous allez le mettre dans un disque dur pour l'avenir, je pense, pensez à le faire parce que c'est vraiment très très important. Et du coup, toi, au global, pour résumer la situation, donc tu te retrouves avec des SSD rapides qui vont te servir sur des projets. Ça marche bien jusqu'à ce que tu aies trop de projets qui soient en saturation. Voilà. Dans une certaine mesure, si tu n'as, je sais pas, qu'un seul SSD qui te sert, par exemple pour le tournage, pour les projets et tout, là c'est cuit. C'est oui, parce qu'en fait, plus handicapant. En fait, là c'est mort. En fait, c'est toujours pareil, tu sais, j'ai envie de dire presque aux gens, tout est question de à quel point vous faites des projets, à quel point vous bossez en tant que vidéaste. Parce qu'effectivement, si tu as 3 projets si c'est à ta l'année, passion du dimanche, oui, voilà, on n'est pas dans le même registre. Hein. Exactement, qu'on soit clair à tous les auditeurs et auditrices. On parle vraiment d'un workflow quand c'est ton métier à plein temps. Quoi, professionnel, quoi. Effectivement, exactement. C'est important de le préciser aussi. Si vraiment vous n'avez pas beaucoup de projets à faire, effectivement, tu balances un coup de SSD, terminé, basta. Oui, c'est ça. Là, on est sur des projets plus importants, ou même quand tu fais, ne serait-ce que... Mais c'est tout bête, mais tu vois, moi, je vais prendre mon exemple avec YouTube. Tu fais quelques vidéos par mois, plus un projet client par mois. T'es facilement à plusieurs terras par mois. Facile. 1 ou 2 terras, c'est sûr et certain. Toi qui shootes en bureau en plus. C'est ça, moi je shoot en Blackmagic Raw. Donc en fait, en gros, en bureau, ça dépend du ratio de compression, du taux de compression. Mais moi là, tu vois, en règle générale, un test de... tu vois, tout à l'heure, on a fait un test de 30 secondes en bureau. Ça faisait déjà 3 gigas. Ouais. Donc tu vois, ça va très vite en fait. Et là où j'en viens du coup à la limite de mon système, c'est que t'as tout le temps plus de place, quoi. Ouais. Au final, moi je me retrouve avec un gros carton sur l'étagère avec des dizaines de gros disques 3,5 pouces et 2,5 pouces là. Et en fait, ça te retrouve avec un gros carton et tout, et puis c'est tout le temps des disques de 1 Tera, 2 Tera, etc. Et combien tu les payes ces disques? Parce que la question que je vais te poser, que les auditeurs je pense se posent, c'est ces disques-là, combien tu les payes pour entreposer et stocker ça? Au final, combien tu les payes? Même si tu prends l'astuce des disques internes, au final, ça te revient à combien ça? Ça, c'est ce que je fais. J'en ai beaucoup en fait où c'est de la récup d'anciennes tours, où j'avais monté ma tour et vu que je suis passé entièrement sur Mac, avant de vendre les composants, j'ai récupéré les disques, les SSD internes, etc.
Donc ça m'a fait quand même une bonne dizaine de Tera en cumulé que j'utilise. Donc t'as déjà quand même une bonne dizaine de Tera prêt, quoi. En fait, t'as quasiment un système NAS chez toi, manuel. Sauf que manuel, voilà, c'est ça. Et c'est l'enfer parce que en fait, on n'ose rien, enfin je sais pas si t'es comme moi, mais j'ose rien supprimer, encore plus maintenant, parce que quand c'est des projets, au pire, pas grave, une petite vidéo à la con où tu sais que ça a pas grosse influence et tout, bah tu le supprimes et puis bon, voilà, tu sais si t'es certain. Mais le problème, c'est que quand tu bosses avec des clients, ou quand nous, on fait les illustrations pour les vidéos YouTube et tout, on va encore piocher là actuellement des illustrations du Danemark il y a un an et demi, etc. Et en fait, le souci, c'est que du coup, tu supprimes rien, même pour ceux qui veulent se faire des showreels et tout, tu sais, on conserve tout. Et le problème, c'est que du coup, en fait, bah, c'est la bonne solution parce qu'il faut rien supprimer. Parce que tu sais pas si un client dans 10 ans, il va te demander il me faudrait une version anglaise de cette vidéo. Et même si toi, tu as envie de retourner dessus à un moment, tu sais pas. Mais je suis complètement d'accord. Moi, et en fait, le problème, c'est que tu te retrouves avec des terras et des terras à ne plus savoir qu'en faire, quoi. Je suis d'accord, 100%. 100%, c'est le gros problème. C'est le gros problème en fait de ce système-là. C'est là où qu'a trouvé sa limite. Et tu vois, en fait, au niveau du prix, bah, le SSD SanDisk 2 Tera, je crois que t'es facile à 250, 300 balles si tu prends une vitesse qui permet de vraiment pas avoir de soucis en travaillant. Les T7 Shield, à une époque, ça avait un peu baissé. Mais là, tu les trouves autour de 120. C'est le nouveau 120 pour 1 Tera. C'est ça. Donc, je pense que depuis le début, j'ai un bon 1500 €, 1700 € de disques investis, quoi. Ok. Bah écoute, merci pour ton expérience. C'est pas mal du tout, tout ça. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience pour le coup, et justement on va introduire du coup aussi les systèmes NAS parce que moi c'est très récent. Mais donc moi jusqu'à présent j'ai rien de plus à dire que Romain parce que moi j'étais dans la même situation que toi, à une différence, c'est que moi j'ai même fait pire que toi. Moi j'ai fait un autre système, mais c'est intéressant d'en parler. Ah oui. Moi j'ai pas du tout mis dans des disques plateaux. Alors c'est tout sur du SSD ? Non. Tu vas voir, c'est encore autre chose. Alors, moi, j'ai juste un truc à préciser, c'est évidemment, quand vous faites des sauvegardes, moi, je déconseille fortement de prendre genre un gros disque 16 Tera en USB, parce que si votre disque, il est cuit, eh ben, vous perdez tout. Ou alors, vous allez peut-être avoir des chances de bricoler. Et il me fait justement la meilleure transition possible, puisque c'est ce que je faisais. Et donc, moi, mon expérience, c'est qu'au tout début, quand j'ai commencé, j'étais sur du SSD externe. Donc, tu vois, j'avais du T7 Shield. Bon, le T7 Shield, c'est... À mes yeux, c'est le meilleur SSD, tu vois, externe en tournage, parce que bah, tu vois, c'est celui que j'utilise moi encore pour le bureau et tout. Je le mets avec mon S5 2X et tout, et je m'en sers absolument tous les jours depuis que le S5 2X est sorti. Et je peux t'assurer qu'il en a vu du paysage, et je peux t'assurer qu'il est tombé quelques fois. Et en fait, le seul truc qui merde, c'est le câblage, tu vois. Mais une fois que tu changes le câble USB-C, il est comme neuf, donc c'est la folie. Alors par contre, moi, ce que je faisais, c'est qu'à l'époque, j'utilisais les disques internes de mes ordi, qui étaient des gros disques à plateau du coup dedans. Pareil, j'étais chez Windows, tu vois, avec des tours que j'avais montés moi aussi, et après un ordi portable que je suis passé dessus. Et puis après, j'achetais des disques durs externes portables, donc des vrais disques durs externes portables à plateau. Et tout, avec le boîtier à plateau. Et donc j'en ai encore pas mal là, et donc j'ai acheté des modèles, ça va vous faire rire aujourd'hui, mais j'ai acheté des modèles de genre à peine 2 Tera, tu vois. Et c'était des disques durs externes de 2 Tera qui allaient à une vitesse ridicule, c'était genre de la merde. Les Seagate, les Western Exactement, Digital. Western Digital, j'ai un Lassie et tout ça. J'ai vu beaucoup j'avais beaucoup de potes vidéastes qui achetaient, tu sais, les Lassie Extreme Shock là, orange là. En fait, les Lassie orange, moi j'ai jamais trop compris parce que c'est hyper cher. C'est des disques à plateau qui sont lents, mais qui sont hyper chers. Il y a un modèle SSD, je crois. Mais du coup, c'est surtout qu'ils sont très protégés, donc ça c'est très cool. Mais en fait, du coup, je vois pas du tout pourquoi ça devient intéressant d'investir dans tout ça plutôt qu'un NAS. Et justement, je vais vous parler de ça. Justement, ça fait une bonne passerelle parce que moi, c'est un projet, tu vois. C'est vraiment un truc où je sais que là, je commence à sentir les limites de mon système et il faut vraiment que j'ai mon efficacité là-dessus, quoi. Alors justement, tu vois, dans mon expérience, pour t'avancer sur ça, c'est que avant de passer au NAS, et donc une fois que j'ai eu ces disques à plateau, au bout d'un moment, j'ai vu vite les limites en fait de ça. Alors au début, j'enregistrais avec un G7 et puis après le GH5, donc c'était de la carte SD, donc tu vois, c'était quand même, ça remplissait des disques mais lentement. Et puis moi, en fait, un jour, j'ai acheté ma RAID. Et là, par contre, là, j'ai compris très vite que ça allait poser problème. Et que j'ai aussi compris que, en fait, au final, aujourd'hui, le stockage n'est plus vraiment un problème, tout en étant un problème. C'est-à-dire que c'est facile d'avoir du disque dur, mais c'est difficile d'avoir de la sécurité. Et donc, c'est ça que je vais vous évoquer, parce que Romain, il l'a très bien dit. N'achetez pas un gros disque à plateau de 16 Tera. Alors moi, l'exemple que j'ai, c'est que j'avais acheté, vous savez, c'est sur Amazon, tu trouves ça, ou un peu partout.
c'est des tours en fait, c'est des stations de disques durs. Les petits docks, ça ressemble à des docks, ouais. Ça ressemble à un dock. Moi j'avais acheté un dock alimenté avec une prise électrique de chez Western Digital, 8 Tera, je l'avais payé je crois 100 et quelques euros, donc pas grand chose, hein, tu vois, vraiment un prix dérisoire à l'égard du stockage que ça m'offrait. Sauf qu'effectivement, j'ai commencé à faire un tournage, on avait tourné avec la Alexa Mini LF, j'ai fait un clip, boum, juste le clip, ça m'a fait péter 4 Tera et demi, tu vois, direct. Et surtout, c'était tellement lent, que du coup, j'ai commencé à me dire, ok, en fait, c'est pas possible de travailler en temps réel sur le disque, c'est pas possible de le mettre dans mes SSD, c'est beaucoup trop lourd. J'ai d'autres projets qui sont en même temps, donc c'est impossible, donc j'ai plus le choix. Et là, c'est là qu'est venu le moment, en fait, du coup, pour moi, du NAS. Et c'est arrivé beaucoup plus tard que je puisse franchir le cap avec on avait fait un partenariat avec Synology. C'est moi qui avais demandé à Synology de m'envoyer un NAS. Et tu vois, ça a tout changé, en fait, ça a révolutionné tout. Mais par contre, je tiens quand même à dire que le problème, c'est pas le stockage. Ça n'a jamais été le stockage. Le problème, c'est la sécurité. Parce que si tu veux juste du stockage, effectivement, tu te fais une station entière alimentée de... tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça le problème. Tu vas avoir déjà le problème de la sécurité, tu vas avoir le problème de la vitesse, qui se rajoute, et le problème de... La vitesse, c'est le deuxième problème. De l'organisation, quoi. C'est vrai. Ça restera toujours un Tout problème. à fait. Mais tu vois, en principe, le stockage en lui-même n'est pas le problème. Et je dis ça parce que je vois beaucoup de commentaires dans mes vidéos, tu vois, qui disent oui, mais moi, j'enregistre pas en tel format parce que c'est trop lourd et tout. Et en fait, je suis assez contre cet argument parce que je suis pas sûr que ce soit ça le truc. Pour moi, si tu n'enregistres pas dans un format, c'est parce que tu n'en as pas besoin, mais pas parce que tu n'as pas assez de stockage, tu vois. En fait, ça en vient dommage de brider ton rendu et ta créativité parce que tu dois tourner dans des formats un peu plus petits. Par contre, si ta question et ton problème, c'est effectivement d'avoir de la vitesse, donc c'est le deuxième problème, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. La vitesse, c'est quand même un vrai problème. Il faut aujourd'hui de la vitesse pour pouvoir se servir de ces rushs-là. Ces rushs qui sont de plus en plus lourds, de plus en plus durs à traiter, entre grosses guillemets. On pourra faire un épisode sur les codecs et tout ça, un peu technique, mais on va rester sur de la vulgarisation. Mais en gros, c'est pas parce que vous avez du RAW que c'est dur à traiter, c'est parfois même le contraire, hein. Je le disais dans le premier épisode avec le H264. En fait, dites-vous que le NAS, ce que ça révolutionne, et là Romain, je te renvoie la balle à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as tout à un endroit à côté de ta box, typiquement, et en fait, à n'importe quel moment, tu reviens dessus. Et moi, tu vois, depuis que je l'ai, ce qui est phénoménal, c'est que j'ouvre mon DaVinci, je n'ouvre plus jamais mon Finder. J'ai tout mis dans mes Power sur DaVinci. Et j'ai tous nos voyages, j'ai tous nos trucs, tu vois. Alors, et direct dans mon logiciel de montage, je prends tout, quoi. Ça, c'est sûr que c'est ultra puissant parce que tu sais que tu te poses plus la question à comment tu backup tes rushs, tu as tout un workflow qui est déjà établi. Tout est direct. Maintenant, attention, on ne dit pas que c'est la sécurité ultime. Non, pas du tout. 100%, enfin, c'est 100 fois plus sécuritaire que les disques à plateau, etc. Oui. Mais par contre, c'est peut-être le moment de parler des systèmes justement différents, t'as raison, mais tu nous introduis très bien la question de la sécurité. Et ça me fait penser... Parce que je me suis fait défoncer sur ma vidéo Synology, il y a plein de gens qui m'ont défoncé en me disant ouais... C'est pas infaillible, si ta maison demain elle crame... Si ta maison elle crame, si tu choisis, suivant le RAID que tu choisis... Alors, on va faire très simple. Moi, je suis pas un expert en RAID, mais très simplement, il existe ce qu'on appelle des RAID, donc le système RAID, c'est un système qui va permettre de donner des instructions différentes à vos disques durs, en fonction du nombre de disques durs que vous avez dans votre NAS. Donc si par exemple tu as un disque dur, tu as un NAS à 4B, tu peux mettre 4 disques dedans et tu as des RAID, une grande possibilité de RAID qui s'offre à toi. Si par contre tu as un NAS à 2 disques, là par exemple tu as quasiment la moitié moins des types de RAID. Donc du coup tu vas pouvoir sécuriser beaucoup moins que si tu as plus... En fait, plus tu as de disques, plus tu peux sécuriser. Mais là, j'ai un exemple qui est tout frais, qui me vient. C'est l'école où je donne des cours. Ils ont un NAS où ça sert de plateforme d'échange entre les intervenants, les élèves, etc., qui rendent des travaux, qui posent des rushs, etc. Ouais. Et c'était justement la semaine dernière, je crois qu'ils ont 2 disques. C'est un petit NAS. Hein. Okay. Et il y en a un des 2 qui a foiré. Ouais. Et donc temporairement, quand on accédait au NAS, il n'y avait plus aucun fichier qui était visible. Okay. Et donc ça a pris un peu de temps, le temps de reconstruire, etc. Ouais, c'est ça. Mais donc ils ont remplacé le deuxième disque. Et du coup maintenant, on a retrouvé en fait tous les fichiers qui étaient soi-disant perdus. Sur le disque. Ouais. Et en fait, donc ça c'est probablement un RAID 5. Donc il y a plusieurs types de RAID, encore une fois, comme je vous disais. Mais du coup, donc typiquement, le système qu'on utilise tous le plus, qui est le plus rapport sécurité-performance, c'est ce qu'on appelle le RAID 5, c'est-à-dire qu'en fait vous avez 4 disques durs et en fait il va prendre en gros 25% de chaque disque qui va verrouiller pour recopier les données de chacun. Et ça fait que si jamais tu en as un qui crache, il y a de grandes chances qu'il est recopié dans les autres.
c'est ultra vulgarisé. On n'est pas informaticien. Non, on n'est pas informaticien. Et d'ailleurs, peut-être qu'on fait des erreurs. N'hésitez pas à nous dire, les pros, les experts là-dedans. Mais c'est un système que nous, on utilise beaucoup. Après, si tu veux, le système le plus sécuritaire, c'est ce qu'ils appellent, je crois, le RAID 1. Donc, c'est un RAID qui te permet en fait de copier. Où tu as chaque disque dur qui est une copie parfaite de l'autre disque dur. Mais là, c'est pareil, il faut commencer à avoir une sacrée capacité parce que la capacité de vos disques, elle sera déjà divisée par deux. Et si fait, vous il avez faut par l'user, exemple, en fait c'est ça. En fait, il faut plein de baies avec plein de disques. Il faut se dire que vous allez devoir acheter 2 fois plus de téraoctets que ce que vous allez avoir réellement besoin. Et l'achat du NAS aussi va être plus cher parce qu'on n'en a pas parlé, mais en gros un NAS aujourd'hui, rapport qualité-prix vidéaste, c'est entre 500 et 700 euros le NAS. Et après, tu peux considérer en fonction des disques. Tu adaptes avec tes besoins le stockage. En fonction du stockage que tu veux, dans tous les cas, tu ne mets pas n'importe quel disque. Ça, c'est important de l'expliquer aux auditeurs. C'est que vous ne devez pas mettre n'importe quel disque dans votre NAS. Oui, vous ne mettez pas le disque dur de la vieille tour Windows 95 du grenier. Non. Il faut mettre des disques. Alors, il y a plein de particularités, mais il faut mettre des disques pour NAS, en fait. Et les disques pour NAS, c'est des disques qui sont faits à plateau pour tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour écrire tout le temps, en fait. Et du coup, ces disques durs-là, ils sont un tout petit peu plus chers que les disques à plateau classiques, mais ils sont très importants. Et ça, évidemment, gage de sécurité. C'est obligatoire. Et en fait, après, en termes de prix, ça reste quand même abordable, tu vois. Tu les achètes qu'une fois. En gros, un NAS aujourd'hui, faut considérer à peu près ça. Un NAS aujourd'hui de 24 Tera, d'accord, à peu près, en RAID 5, donc finalisé. Donc ça fait, ça fait un peu plus. 32 Tera. T'es sur le 32, c'est ça, à peu près. Un NAS de 32 Tera. Avec un système moderne à 4 baies et des disques durs pro. Donc là, je pense par exemple au QNAP que j'ai, TS432X et Toshiba N300. Ce système-là, en gros, tu as 600 euros, je crois qu'il est autour de 600 euros le NAS, tu vois. Donc tu as 600 euros de NAS et il faut compter par disque. Moi, j'ai 4 disques de 8 Tera et je crois qu'il faut compter par disque quelque chose comme 200 euros. Donc au final, tu as l'impression que c'est un budget. C'est un budget, mais quand on fait le calcul des disques durs de tout à l'heure, c'est pas aberrant. Et encore plus que ça, c'est que le jour où ça vous sauvera les données, que vous ne perdez pas les données d'un client et que vous n'avez pas besoin de retourner sur place, reperdre du temps à refaire 2 fois ce qui a déjà été fait, au final, c'est carrément de l'argent qui est investi intelligemment. Il y a même... alors après, ça, c'est encore un autre niveau. Mais par exemple, ça, j'ai vu ça sur une vidéo de Damien Bernal où il a son NAS principal chez lui. Et pour être encore sûr de vraiment réussir à ne rien perdre, il a un deuxième NAS chez quelqu'un d'autre qui est la copie parfaite qui s'actualise de son NAS principal. Ce qui fait que là, c'est même plus dans la dimension du disque qui crache, etc. C'est si le NAS vient, je sais pas, à brûler ou prendre une inondation ou n'importe quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est le risque principal du NAS. C'est le risque matériel, la catastrophe en fait. C'est vraiment le risque principal. Alors déjà, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Là, c'est vraiment. Non, là on parle de sécurisation du niveau. Tu vois, moi j'en ai pas besoin, quoi. Oui, et puis au-delà de ça, faudrait quand même vraiment pas avoir de chance, mais ça peut arriver. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil. C'est en fonction. Il y a des gens, tu vois, qui vont. Je pense que Damien, on l'embrasse au passage. Je pense que Damien, il a grave raison de faire ça parce qu'au moins il sécurise tout. Moi perso je peux pas parce que c'est un gros système et tout ça, mais c'est vrai que quand t'as tous tes rushs, tu vois là je vois par exemple le Japon, je peux pas y retourner demain pour revivre tous mes rushs. Le Danemark c'est pareil. Bon après le Danemark toi tu les as aussi par exemple, mais tu vois si t'as pas cloudé un peu des rushs ou quoi, ce qui est une autre solution, on pourrait en discuter aussi, parce que ça devient intéressant parce qu'il commence à y avoir des formules qui sont de moins en moins chères, donc du cloud d'archivage, pas du cloud pour s'en servir. C'est vrai que la sécurité ultime n'existe pas en fait. Mais quand même, déjà un NAS en RAID 5 à la maison, franchement c'est quand même pas mal, quoi. Sans compter que ça va servir pour backuper des rushs, pour travailler dessus, mais ça va aussi te servir, je sais pas, si tu es chez un client, que tu as oublié un fichier, selon les configurations que vous faites, tu peux accéder à distance. En fait, tu peux accéder à distance, c'est ton drive aussi. Par contre, attention, ça faut être réaliste aussi, la vitesse est fortement réduite. Oui, bien sûr. Donc, faut pas oublier ça, c'est que les données, elles transfèrent pas du tout à la même vitesse. Et puis justement, ça m'amène à un autre sujet, puisqu'on parlait de vitesse, on n'en a pas parlé, mais tu vois, moi, dans mon expérience, je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé avec les NAS, qui est un gros problème. C'est ma configuration Apple, puisque je fais partie de ces gens qui n'ont jamais envisagé le fameux petit clic 10 gigabits Ethernet. Alors les amis, si vous m'écoutez, n'achetez plus jamais un Mac sans avoir l'option à 100 balles du 10 gigabits, du port 10 gigabits Ethernet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sachez que ça coûte beaucoup plus cher que ça en pièces détachées.
puisque le premier adaptateur Thunderbolt 4 ou 3, c'est 4 je crois, le premier adaptateur Thunderbolt en 10 gigabits, il est à 250 €. Et t'as que ça quoi. Et en plus, c'est moins pratique que de l'avoir en interne quoi. Exactement, ça prend un port USB-C, il faut l'alimenter avec une prise électrique. Donc, les amis, ne faites pas mon erreur. Moi, tu vois, c'est la grosse erreur que j'ai faite. Et là, je vais revendre mon Mac est en vente. Et dès que je vais acheter le Mac mini, moi je vais acheter le M4, le nouveau. Et ben, je vais acheter direct la prise 10 gigabits Ethernet parce qu'en fait, c'est tellement important quand vous utilisez un NAS. Parce que c'est quand même, pour passer votre NAS en 10 gigabits, c'est quand même une sacrée installation. Alors que si tu as par exemple, si j'avais eu l'Ethernet en 10 gigabits direct, imaginons que j'ai pas envie de faire une configuration en réseau, mais que je veux utiliser mon NAS que en local, et ben je peux utiliser le port 10 gigabits du NAS vers le port 10 gigabits du Mac. Et là, tu vas me dire, ouais, mais comment tu fais pour avoir Internet en dehors du Wi-Fi? Et ben là, j'achète ce que j'ai, j'ai un petit adaptateur 2,5 gigabits USB-C Ethernet. Et au moins, j'ai pas à m'acheter un switch 10 gigabits, etc. Oui. C'est moins cher, c'est une solution moins chère. Donc, vous voyez, en fait, il existe plein de possibilités pour avoir du 10 Go, sachant que avec les NAS, on n'a pas vraiment parlé de tests réels, mais en gros, là, moi, tu vois, j'étais en 1 Go ou 2,5 gigabits. Honnêtement, 2,5 gigabits, je peux vous dire déjà, mais ça sauce un truc de fou. Hein. En vrai, déjà, la vitesse, elle est phénoménale. T'as aucun problème pour monter, travailler dessus non-stop et tout. En 1 Go aussi, c'est juste que par contre, en 1 Go, si tu travailles avec d'autres gens, tu vois, si tu viens bosser avec moi dessus, c'est mort. Voilà, là, faut passer en 10 Go, quoi. Mais du coup, ça fait de l'install. Ça fait de l'install. Après, là, on est dans. C'est pareil, là, ça commence à être si vous êtes dans vraiment des bureaux prévus pour, tu sais, avec les goulottes au mur, etc. C'est ça, avec les connecteurs. Si vous bossez chez vous et tout, oubliez ça. Enfin, ou alors vraiment, c'est votre passion. Mais bien sûr. Mais n'oubliez pas quand même, je tiens vraiment à le rappeler, n'oubliez pas que le NAS, on n'en a pas parlé, mais il faut pas oublier que ce système-là, tu vois, quand même de workflow, il marche aussi en local. T'es pas obligé de le mettre sur ta box. Oui, tu peux le brancher directement sur ton ordi, comme si c'était un disque dur exactement, entière, exactement. Donc ça, c'est important de le savoir aussi, tu vois. Moi, pour clôturer, tu vois, sur mon sujet personnellement, sauf si tu as des choses à rajouter, moi, pour clôturer, tu vois, je dirais que au global, en fait, si on fait le rapport prix-investissement, disque dur, encombrement, galère et tout, franchement, acheter un NAS le plus tôt possible. C'est vrai que ça peut paraître cher comme ça, mais comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, finalement, c'est... passer un certain cap de professionnalisme, si c'est vraiment votre métier, peu importe dans quelle branche de l'audiovisuel vous êtes, dans la vidéo, je parle, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus indispensable, en sachant que en plus la taille des fichiers qu'on utilise, ça ne va que en augmentant, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, ça se banalise en fait d'avoir beaucoup de stockage. Donc voilà, c'était nos petits conseils, nos petits retours d'expérience. Est-ce que tu as un truc à rajouter, toi? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Et les amis, comme vous le savez, dans l'émission, on vous a mis un répondeur. Donc vous pouvez cliquer dans la description, vous pouvez aller nous poster un message vocal et nous dire votre avis sur les systèmes de stockage sur le NAS. Donc n'hésitez pas à nous parler de ça. Puis vous pouvez également nous parler de votre coup de cœur de ces 15 jours, qui n'est pas forcément un coup de cœur récent, d'accord? Vous pouvez nous parler de ce que vous voulez. Ça peut être quelque chose que vous avez découvert, etc. Quelque chose qui soit en lien direct avec ce qu'on a traité là dans l'épisode, mais ça peut être quelque chose dont vous avez envie de parler, un film que vous avez vu, un œil, tout à fait. Ouais. Exactement, un truc qui se rapporte à l'audiovisuel et qu'on peut discuter d'une façon ou d'une autre. Et puis bien entendu, n'oubliez pas le sujet principal aussi de la vidéo, donnez-nous votre avis sur les systèmes de stockage, qu'est-ce que vous utilisez, etc. On vous attend, n'hésitez pas, c'est dans la description. Les amis, c'est parti, on va vous faire écouter tout simplement dans cette partie. Vous voyez, c'est pas comme d'habitude, puisque on est à distance là avec Romain. On va vous faire écouter le premier message qu'on a reçu de Jérôme. Merci à toi Jérôme pour ce message, puisque Jérôme c'est un abonné depuis longtemps, donc merci pour ta fidélité, on va dire. Et on va écouter cette question qui est intéressante. C'est marrant ce dispositif à distance là. ouais, mais après on va le peaufiner, tu vois. Salut Adrien, salut Romain, c'est Jérôme. Fidèle à Panasonic depuis de nombreuses années, même avant GH. J'étais sur la série Helix en tout petit compact à l'époque. J'ai commencé GH1 et après GH4, GH5, GH6 même. Et maintenant je suis sur série S. Donc ce qui m'a beaucoup plu cette année, c'est les mises à jour Pana qui suit vraiment ces produits et qui ravit la communauté. Ça c'est clair, on ne peut pas leur dire, comparé à Sony et autres pour l'instant, où c'est catastrophique. Ce qui m'a moins plu en 2024, c'est l'annonce
l'année dernière du S9, alors que tout le monde attend la suite de la série S1. Donc, moi, personnellement, le S1 H2 ne sera certainement pas pour moi parce que je ne suis pas un professionnel. Mais par contre, ce que j'attends, ce serait un S1-2 ou S1X, comme certaines rumeurs en parlent, avec un capteur 33 millions de pixels empilé et qui allie le meilleur des deux mondes, photo et vidéo, avec de la 4K 50 non croppée. Et qu'on puisse cropper à la demande, ce serait parfait, avec de bons codecs. Bah écoute, moi je trouve ça super intéressant son message parce qu'il soulève des points qui sont intéressants et qu'on n'évoque pas souvent. Les mises à jour des boîtiers, tu vois, c'est vrai que chez Pana, à chaque fois on est gâté. Et il a raison dans ce qu'il dit, il n'y a pas énormément de constructeurs qui suivent leur boîtier de manière aussi régulière, quoi. Bah il y a quasiment que, ouais. Il y a quasiment que, voire Nikon, je sais qu'ils font des mises à jour, mais c'est pas aussi régulier, quoi. Mais, ouais, c'est incomparable. C'est vrai qu'il a raison, quoi. Il nous parle de la sortie du S9, c'est vrai que ça a été un petit peu incompris par certains. Effectivement, il y a plusieurs points qui sont super intéressants. Jérôme, du coup, utilisateur Pana depuis très longtemps. En fait, tout le monde, hein, tous les utilisateurs Pana, c'est un peu le problème du moment chez Pana, c'est que les produits tardent à arriver. On voit que ça met du temps. On a eu un super S5 II qui est un super S5 IIX aussi. On a eu un super GH7, un super G9 II. Mais ça tarde à arriver. On a eu un S9. Donc, il parle du S9 hein, qui a été une déception pour lui. Et comme tu dis, Romain, tu soulèves le truc. Hein, ça a été mal compris par pas mal de gens. En fait, le S9, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immense majorité des créateurs Pana, des gens qui étaient full chez Pana, ils ne s'attendaient pas à un S9, ils s'attendaient plutôt à un S1 II ou un S1X qui était en rumeur. Et puis bon, évidemment, il y a le traditionnel S1 H2, mais là, c'est pas celui qui t'intéresse, Jérôme. Concernant la 4K 50 non crop, c'est obligatoire que sur leur prochain boîtier plus haut de gamme, ça y soit, c'est sûr et certain. Ils ne peuvent pas arriver aujourd'hui dans un marché où on fait de la 4K 120, tu vois. C'est impossible. Ouais. Avec une 4K 60 crop, c'est impossible. Par contre, effectivement, la question du capteur empilé, c'est la grosse question. On ne sait pas du tout à quoi va ressembler le prochain appareil de Pana. On sait juste qu'il y a des chances que ce soit un flagship, hein, donc un gros modèle. Et il y a des chances que du coup, ce soit un capteur à empiler, mais on va voir si ça ne l'est pas, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça va être SP vidéo, SP photo. Pour l'instant, on a juste des rumeurs sur le S1X ou S1 H2 ou S1 R2. J'en ai déjà énormément parlé en vidéo, donc je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur le sujet, mais franchement, c'est une vraie question. Moralité, ce message, je trouve que c'est un cri du cœur et c'est important de le signaler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et Pana, si vous passez par là, c'est vraiment important que vous vous mettiez à sortir plus rapidement vos produits, mais je pense qu'ils le savent très bien que les produits ils sont trop lents. Moi-même, le premier, je commence à pester en me disant j'ai vraiment envie d'avoir plus haut de gamme. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, j'ai pas du tout d'informations sur les prochains produits, ce que ça va être ou quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y en avoir, ça c'est évident. Mais maintenant, voilà, le temps nous le dira. On passe à la suite. Romain, tu peux peut-être nous lire des commentaires aussi ? Ouais, écoute, c'est vrai que moi j'étais déjà tout d'abord content parce que les retours sur le premier épisode étaient plutôt majoritairement positifs. Hein. Tout le monde a eu l'air à peu près d'apprécier ce format, donc ça fait plaisir. J'ai 2-3 commentaires moi que j'ai gardé un petit peu en mémoire. Déjà, il y a quelqu'un qui nous a reconfirmé que quand on parlait des ROD dans la première rubrique coup de cœur, on nous a bien reconfirmé qu'on pouvait éteindre les lumières qui clignotent et qu'il y avait l'aimant comme sur les DJI, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui se posaient la question avec nous, ça c'est répondu. Ouais, et il y avait un autre commentaire là que j'ai sous les yeux sur quelqu'un qui nous dit, qui nous parle de ce qu'il aimerait avoir dans DaVinci Resolve à venir, puisque le sujet principal c'était, on a eu un gros sujet sur Premiere et DaVinci, sur ce qu'on attendait sur les logiciels. Et donc il nous dit qu'il aimerait un équivalent de Media Encoder, pouvoir mettre les fenêtres comme on veut, ça on l'avait plus ou moins déjà mais c'est signalé. Hein, mais c'est ouf comme tout le monde le veut, et le coup du Media Encoder c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle sur DaVinci tu peux pas encoder et faire autre chose en fait. En fait, ça je pense que ça revient souvent pareil que pour les fenêtres, parce que en fait je pense qu'on est quand même une large majorité à venir de Premiere en fait. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à démarrer directement sur DaVinci, et du coup c'est vrai disons que maintenant il y en a de plus en plus, mais effectivement tu as raison, à la base on n'est pas beaucoup forcément à démarrer DaVinci, ouais c'est clair. Et du coup, à mon avis, ça c'est valable pour ça, mais c'est valable pour autre chose. Vu que quand on change de logiciel, on perd
quand même des atouts qui étaient sympas. Du coup, c'est ce qui nous manque tous le plus, tu vois. C'est ce qu'on retrouve pas chez DaVinci, qu'on avait chez Premiere. Finalement, ça nous manque à tous, quoi. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment la question qu'on va essayer d'observer cette année. Par contre, à mes yeux, le truc qui est... c'est très peu probable. En fait, les deux sont très peu probables pour répondre aux commentaires. À mes yeux, le média encodeur est très peu probable parce que c'est aussi ce qui fait que c'est si instable, Premiere Pro. Donc, à mon avis, c'est très peu probable qu'ils divisent leur logiciel comme ça, et c'est très peu probable l'interface qui soit totalement personnalisable, puisque, comme on l'expliquait dans le podcast, en fait, l'interface personnalisable, ça évite, le fait qu'on ne la personnalise pas évite de nombreux désagréments, notamment en école, notamment pour conformer tout le monde sur la même chose, en fait. De toute façon, c'est vrai que tu as raison. En fait, entre guillemets, plus c'est simple, plus c'est censé marcher correctement, quoi. Exactement. Et c'est vrai que si on avait des choses comme Media Encoder et tout, ce serait pratique dans certains cas, mais du coup, plus on ferait de passerelles dans ce genre-là, plus ça serait voué à être moins stable, quoi. Exactement, et je pense qu'ils veulent absolument éviter et conserver la place de roi qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui, c'est les rois de la stabilité. C'est le logiciel le plus stable de loin avec Final Cut, mais Final Cut, il compte pas vraiment dans le champ, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Et tu vois, il nous dit aussi, du coup, dans le même commentaire, il y a aussi le Dynamic Link qui est fort appréciable. Mais ça, pour le coup, c'est vrai que ça marche avec After, qui a déjà des logiciels distincts, tu vois. Ouais, et en plus, After, on en a parlé finalement. Ce qu'ils veulent pas. Finalement, le Dynamic Link, on en a parlé, finalement, ça marche sans marcher, parce que ça marche pour les petites manips mignonnes et gentillettes, mais quand tu pousses un peu, ça marche pas du tout. Donc au final, tu es obligé de faire des rendus. Et au final, ça change rien. Je vous renvoie vers l'excellente vidéo d'Atom sur le sujet, qui lui fait vraiment des FX et de la 3D et tout. Et vous allez voir ce qu'il dit dessus. Moi, je suis d'accord avec cet avis-là, quoi. Ouais, en fait, vu que dans le logiciel en interne, on a directement tous les onglets d'étalonnage de son, etc. Ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment qu'on ne sorte pas du logiciel, quoi. En fait, le Dynamic Link, c'est de switcher d'une page à l'autre dans le logiciel directement. C'est clair. En fait, le Dynamic Link, en soi, j'allais dire, c'est de la merde. Oui, le concept est sympa à la base, sauf qu'en fait, dans les faits, c'est beaucoup mieux d'être dans le même logiciel. Je vois pas pourquoi ce serait mieux d'avoir plusieurs logiciels. C'est sûr. Après, dans tous les cas, moi, j'utilise beaucoup Moi, du coup, sur les projets où j'utilise DaVinci, quand j'ai besoin de faire des passerelles avec du Motion, j'utilise pas encore Fusion, par exemple. Et donc, je fais directement un export depuis After, tu vois. C'est ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est la méthode que tout le monde fait, parce qu'en réalité, Fusion est assez mauvais pour faire du Motion, on va pas se mentir, c'est pas ouf. C'est ça qui manque un peu, tu vois. Je pense que le Motion sur DaVinci, c'est encore un petit peu c'est pas aussi bien que After, parce que After est un logiciel de motion design, littéralement. After Effects, c'est le meilleur logiciel de motion design au monde, quoi. Et le truc, c'est que c'est vrai que c'est ce qui manque. Mais tu vois, à côté de ça, en fait, si t'as pas une machine ultra optimisée et que tu fais pas correctement 100% les choses, sur After et Premiere, t'auras des problèmes, de toute façon. Oui, dans tous les cas, si tu arrives à des trucs un peu lourds, c'est ce qu'on disait dans l'épisode. Donc tu vois, au final, tu te retrouves dans le même cas que DaVinci à devoir exporter. Et puis donc, si au final tu fais des exports pour les incruster dans Premiere ou pour les incruster dans DaVinci, ça revient exactement au même, quoi. C'est pareil. Ok, écoute, je pense que pour ce commentaire-là, on a fait le tour. Après, il y a un autre commentaire qui va te plaire. Je vois que tu y as déjà répondu, mais c'est pour ma part, la prise en charge en natif du ProRes RAW sur DaVinci serait une très bonne chose. Et oui, alors merci pour ce commentaire, l'ami. Alors ça, c'est un truc dont on discute depuis très longtemps. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, je pense que je l'avais déjà dit, mais en fait, malheureusement, le problème du ProRes et du ProRes RAW et de tout ça, là, c'est un conflit entre deux personnes. C'est donc le patron d'Atomos, en fait, et le patron de Blackmagic. En fait, ils se détestent, Voilà, pour faire très simple, ils se détestent. Et ça vient d'une guéguerre qui est assez ancienne. Je vous invite à voir l'excellent article d'Emmanuel Pampuri qui s'appelle La guerre des codecs, qui est assez vieux maintenant, mais qui raconte un peu les faits. Ce qui se passe, en fait, c'est que le ProRes RAW, c'est un codec qui est sous licence Atomos, et que, du coup, tant que Atomos aura l'exclusivité de ce codec, eh bien, on ne le verra jamais arriver sur Blackmagic. Donc, vous pouvez attendre très, très, très longtemps. Tant que ça ne changera pas, tant qu'ils continueront d'avoir l'exclusivité, vous ne verrez jamais le ProRes RAW arriver sur Blackmagic. S'ils ne le font pas, c'est pas parce que Blackmagic c'est des abrutis, loin de là, au contraire. S'ils le font pas, c'est juste parce que en fait, Atomos ne veulent pas filer le bébé, quoi. Donc c'est une sombre histoire, mais affaire à suivre. En tout cas, effectivement, on a hâte que ça arrive. Malheureusement, c'est pas prêt d'arriver, je pense. Bon, les amis, merci pour toutes vos questions et
Du coup, on y a, je pense, répondu. N'oubliez pas, ne soyez pas timide, faites comme Jérôme, envoyez-nous des messages vocaux, comme ça on les prendra, on vous écoute. Vous avez 1 minute 30 pour nous faire un petit vocal qui peut être en rapport avec la question ou pas directement, c'est pas important. En tout cas, on répond à vos questions. N'hésitez pas à nous partager tout ce dont vous avez envie, que ce soit en rapport direct ou pas avec le sujet. Et puis, je pense qu'on va pouvoir boucler cet épisode. N'oubliez pas que dans 2 semaines, l'épisode 3 sortira. Et du coup, cette fois-ci, vu qu'on alterne, ce sera sur ta chaîne, Adelin. Et puis, à ce moment-là, on répondra, comme on le fait maintenant, aux messages que vous nous laisserez à la suite de l'épisode 2. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusque-là. N'oubliez pas que dans 2 semaines, l'épisode 3 du podcast qui n'a toujours pas de nom, ce sera à retrouver chez Adelin sur ma chaîne. Et puis, d'ici là, on vous souhaite de vous porter très très bien et on vous dit à très vite. Ciao. Salut.